Dernière partie de ce cours, le comment faire, c'est-à-dire comment mettre en œuvre les processus qui composent l'ingénierie système. Donc nous allons passer en revue rapidement les processus fondamentaux qui permettent de mettre en œuvre l'ingénierie système. L'approche que nous allons proposer ici est une approche de type cycle en V, comme le suggère la figure. Néanmoins, il faut considérer que cette approche cycle en V est une approche assez ancienne et assez abandonnée actuellement, remplacée plutôt par une approche processus telle que l'a définit par exemple une norme comme la 15288. Ici, ce que je vais proposer est un peu un mix entre une vision cycle en V et la vision approche processus. Nous allons sélectionner au sein des processus de la norme définie par la norme 15288 un certain nombre de processus fondamentaux. Il faudrait aller beaucoup plus loin si on voudrait étudier et mettre en œuvre cette norme de manière plus rigoureuse. Alors, ici, les différents processus, sont la définition et l'analyse des exigences, la conception de l'architecture, l'implantation et l'intégration, la validation et la vérification, et la qualification du système. Le point de départ d'un processus d'ingénierie système et d'un processus plus large de conception est la notion d'exigence. Nous en avons déjà abondamment parlé. Les deux processus fondamentaux qui ont trait aux exigences sont la définition et l'analyse des exigences. En fait, ce sont deux processus qui sont distincts, parce que c'est en fait la définition des exigences des parties prenantes et l'analyse des exigences. Et ces deux processus que j'ai ici regroupés en un seul et qu'on étudiera spécifiquement un peu plus loin, sont en fait le point de départ du processus suivant qui est la conception de l'architecture. La conception de l'architecture va utiliser les entrées fournies par l'analyse des exigences pour fournir deux architectures, une architecture logique et une architecture physique, qui vont permettre de passer à des phases d'implantation et d'intégration des différents éléments de l'architecture. Une fois que les éléments de l'architecture sont déterminés, il faut les implanter et les intégrer, c'est-à-dire qu'il va falloir choisir une stratégie de réalisation, choisir les technologies que nous allons utiliser pour réaliser le système, et puis réaliser les éléments et ensuite les intégrer élément par élément. Donc la phase de vérification et de validation est une phase en fait qui regroupe deux processus regroupés là ici dans un seul bloc qui va conduire à vérifier et à valider le fonctionnement du système. Donc le système va être testé élément par élément et puis ensuite on va tester la globalité du système et vérifier que ces éléments et le système correspondent bien aux exigences. Dernière phase, la phase de qualification. La phase de qualification, tente à qualifier, c'est-à-dire apporter véritablement la preuve formelle que le système correspond bien aux exigences de départ, donc que le système fonctionne, qu'il peut marcher, et donc qu'il peut passer dans un cycle de vie, dans une phase suivante du cycle de vie qui serait la transfert vers l'utilisateur, la production, et éventuellement, effectivement, l'utilisation en cycle nominal. Donc se structure ces processus en V pour montrer en fait qu'il y a des itérations possibles entre les différentes étapes. C'est-à-dire qu'au niveau par exemple de la validation de la validation d'un système, si le système ne correspond pas aux exigences, on va aller regarder au niveau de ce qui a été fait au niveau de l'architecture pour modifier ce qu'il faut modifier pour que le sous-système ou l'élément corresponde aux exigences. En termes de qualification, on pourrait remonter au niveau des exigences. Donc tout ça est un cycle qui sont en fait un cycle itératif, et quand ça a convergé vers un système qui est qualifié, c'est-à-dire qu'on a la preuve formelle que le système correspond bien aux exigences, on passe dans une deuxième phase du cycle de vie du système. Nous allons maintenant reprendre certains des éléments de ce cycle et les étudier beaucoup plus en détail. La première étape de la conception du système concerne les exigences. Cette étape se structure autour de deux processus, la définition des exigences des parties prenantes et l'analyse de ces exigences. La définition des exigences des parties prenantes a comme point de départ le concept, éventuellement formalisé sous la forme d'un cahier des charges, et a comme sortie, trois sorties principales. Les parties prenantes, c'est-à-dire
tous ceux qui vont intervenir dans le projet autour du système, les caractéristiques exigées par le système, c'est-à-dire éventuellement là, plus spécifiquement les exigences, et le contexte, c'est-à-dire le contexte dans lequel le système va évoluer, et donc ces interactions qui fatalement vont intervenir. L'analyse des exigences utilise ces trois informations fondamentales sur le système, enfin, ces trois ensembles d'informations fondamentales sur le système, et en analysant, en décortiquant ces informations, doit pouvoir conduire à des fonctions et associer à ces fonctions des performances et des contraintes avec une traçabilité claire entre les fonctions et les performances et les contraintes, c'est-à-dire les exigences du système. La définition des exigences des parties prenantes va s'effectuer selon quatre axes. Le premier axe concerne la finalité du système. À quoi sert le système? Pourquoi ce système doit être réalisé? Et à quelles conditions on va considérer que la mission est réalisée? La finalité du système. Le deuxième axe concerne le contexte, à savoir le milieu dans lequel le système va évoluer, et les parties prenantes, c'est-à-dire les entités qui vont intervenir sur le système directement ou indirectement, c'est-à-dire directement, par exemple, un opérateur qui va avoir à appuyer sur un bouton, ou indirectement, par exemple, une supervision système qui va superviser le fonctionnement du système. Les deux autres axes sont des axes qui sont un peu moins indépendants. Il s'agit des modes de fonctionnement et des scénarios de fonctionnement. Dans ce qui concerne des modes de fonctionnement, il faut identifier les modes de fonctionnement nominaux, les modes de fonctionnement qui sont les modes de fonctionnement de marche, d'arrêt, les modes de défaillance et les modes de fonctionnement dégradés. Et identifier ces modes de fonctionnement et le passage d'un mode de fonctionnement à un autre. Les scénarios concernent ces modes de fonctionnement, c'est-à-dire qu'ils décrivent le comportement du système et le passage de mode à un autre en fonction des différents événements qui vont intervenir du contexte. Alors une bonne méthode pour faire cette définition des exigences concerne l'utilisation de ce qu'on appelle des bêtes à cornes, qui permettent d'identifier les différents éléments qui vont intervenir dans le cadre de notre système. Par exemple ici, pour reprendre l'exemple qu'on avait utilisé déjà sur les robots sumo, avait été identifié sur ce robot sumo, comme éléments de contexte et de parties prenantes, les utilisateurs, le robot adverse, le règlement qui imposait un comportement du robot, le milieu extérieur, c'est-à-dire dans quoi le robot allait évoluer, et les aspects énergétiques qui conditionnaient le fonctionnement du robot. Alors ici cette description est pareil, c'est une description qui était une description réalisée par les étudiants, n'est pas tout à fait complète, mais on voit ici déjà apparaître une identification d'éléments qui vont intervenir sur le robot sumo et des fonctions qui vont donc être des fonctions interfaces qui vont nécessiter l'interface, qui vont faire l'interface entre le système et ces différents éléments extérieurs au système. Un bon moyen d'écrire les exigences du système est d'utiliser tout simplement un tableau en utilisant des outils assez standards comme des tableurs Excel ou d'autres tableurs qui permettent donc de relier en fait une exigence, c'est-à-dire une formulation d'une contrainte, d'un comportement ou d'une performance du système, à une identification qui va permettre de faire une traçabilité entre l'exigence correspondante et la fonction. Par exemple, on pourra dire que telle fonction satisfait telle exigence qui est identifiée par tel identificateur. Et donc ça permet de gérer relativement simplement et souplement les exigences et la traçabilité en utilisant tout simplement des outils standards de type tableur ou base de données. Un bon moyen pour étudier les modes et les scénarios consiste d'utiliser les diagrammes de type use case qu'on va trouver en UML ou en SysML, SysML étant une dérivée de UML appliquée au système. Alors ces diagrammes de type use case identifient les modes de fonctionnement à l'aide d'ovales, auxquels on écrit le mode correspondant, et de mettre en évidence les liens entre les éléments du contexte qui sont extérieurs, et puis donc symbolisés par des acteurs, donc
des petits bonhommes, et puis des liens entre ces modes de fonctionnement qui symbolisent le passage d'un mode de fonctionnement à un autre en fonction éventuellement d'événements. À partir de là, on peut écrire pour chaque mode de fonctionnement des scénarios, voilà, tout simplement sous une forme textuelle correspondante assez classique, qui permet donc d'écrire eh bien ce que doit faire le système dans le mode de fonctionnement donné. On peut aussi utiliser des outils de type GraphSet pour identifier des scénarios, des choses comme ça. Donc à partir de là, on a bien déterminé quels étaient les comportements du système, quels étaient ses modes de fonctionnement. Donc pour chaque étape de son scénario, on est capable bien de savoir quel sera l'état du système, ou en tout cas à quelles conditions ce système doit évoluer. À partir de là, pour chaque exigence donc qu'on aura déterminé pour chaque étape du système, on peut déterminer quelles sont les fonctions qui doivent exister pour réaliser ces exigences. Donc là, on a un exemple de détermination de fonctionnel à partir d'exigences, de décomposition, et on va trouver un certain nombre de fonctions et d'identifier ces fonctions de manière assez claire et de pouvoir les relier aux exigences. Alors, une fois qu'on a fait cette analyse des exigences, se pose la question de l'architecture. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a déterminé les fonctions, les performances et les contraintes que doivent réaliser ces fonctions, la question se pose de savoir comment elles vont s'organiser pour réaliser le système. Alors, si on essaye d'aller un peu plus loin dans cette question-là, on va s'apercevoir qu'on a en fait 3 points fondamentaux. Le premier point fondamental est le flux de données qui s'échange entre ces fonctions. Ces flux peuvent être de 3 types, matériel, de type information ou de type énergie. Donc il est important de déterminer le type de flux, de les nommer, de les caractériser. Le deuxième point, c'est l'ordonnancement de ces fonctions qui vont permettre de réaliser le système, c'est-à-dire que si on fait une combinatoire de toutes les fonctions possibles, il y a des modes de fonctionnement qui vont apparaître, et ces modes de fonctionnement sont parfois des modes de fonctionnement complètement farfelus. Donc il faut limiter ce nombre de modes de fonctionnement, et donc avoir un ordonnancement de ces fonctions, et de savoir comment ces fonctions vont se structurer les unes après les autres. Et le dernier point, c'est pour chacune des fonctions d'écrire le comportement de ces fonctions et pour savoir comment ces fonctions vont se comporter pour réaliser les objectifs qui lui sont assignés. Le premier point de vue qui va nous intéresser est un point de vue là qui va être de type boîte noire au fond, c'est-à-dire qu'on va pas se poser la question de ce que font ou ce que sont ces fonctions, mais simplement comment elles vont échanger des données et comment elles vont, quel type de flux elles vont transformer. Alors là, par exemple, dans le cas du robot Sumo, on avait déterminé un certain nombre de fonctions et on va avoir une fonction, mettons, détecter le robot adverse. Pour réaliser cette fonction de détection du robot adverse, on peut se poser un certain nombre de questions de ce qu'on va utiliser. Donc le flux d'entrée, ça va être par exemple un flux lumineux. Et donc, comme on sait qu'on a des capteurs à disposition qui sont des capteurs infrarouges, on va utiliser une photodiode pour réaliser cette détection et donc transformer un flux lumineux issu de l'émission de notre photodiode en l'information, présence ou non, d'un robot face à soi. Donc ça, c'est une méthode qui permet effectivement de modéliser assez simplement à l'aide de carrés et de flèches les flux. Alors on pourrait caractériser plus ces flux, aller plus loin, ajouter plus d'informations sur cette représentation. Cette représentation est très fruste, mais en premier ordre, elle permet de déterminer au moins grandement les flux intéressants. En ce qui concerne l'ordonnancement, on peut utiliser par exemple un diagramme d'état. Par exemple, ici, c'est un diagramme d'état utilisant la norme 6ML. Donc là, si on veut suivre l'ordonnancement des fonctions, il faut suivre les traits pointillés et de voir à partir de quel point, comment évoluent les fonctions de manière séquentielle. On peut utiliser d'autres vues, on peut utiliser un GraphSet de niveau, par exemple de niveau 1, on peut utiliser des diagrammes à bulles, des diagrammes d'état, enfin plein d'outils de ce type qui permettent de décrire de haut niveau comment les différentes fonctions vont s'enchaîner pour réaliser la mission du système. En ce qui concerne les aspects comportementaux, on peut utiliser différents outils, comme par exemple ici du pseudocode, mais on peut utiliser du GraphSet
enrichi, de plus bas niveau que du niveau précédent. On peut aussi utiliser du diagramme à bulles, on peut utiliser des diagrammes d'état, différents types de méthodes. On peut, dans le cas où de manière évidente les fonctions seront des fonctions matérielles, utiliser aussi des schémas de type schéma bloc ou schéma technique, dans le cas où on commence à se poser des questions et à faire des allocations qui sont des allocations, je dirais, techniques. L'important est de rester le plus loin possible des aspects technologiques, de ne pas faire de choix de technologie, de rester simplement à un niveau de modélisation pour comprendre comment les différentes fonctions vont pouvoir se comporter. Une fois qu'on a conçu cette architecture, eh bien on va avoir deux documents, c'est-à-dire la configuration documentée du système, donc les fonctions qu'il compose, comment elles interagissent, comment elles échangent des données, des flux d'informations, d'énergie ou des flux matériels. Et la traçabilité des exigences, c'est-à-dire qu'on est capable de relier ces fonctions à des exigences du système. Donc il va falloir déterminer pour réaliser ce système, ce qui est l'objectif de cette phase d'intégration et d'implantation, d'abord une stratégie, allouer les fonctions et les différents éléments du système à des technologies, et concrétiser, c'est-à-dire réaliser, acheter, récupérer sur étagère en fonction des différentes stratégies qui ont été mises en œuvre, de concrétiser donc ces éléments pour avoir un certain nombre d'éléments réalisés, puis les intégrer, c'est-à-dire les assembler, pour fournir à partir de là un système réalisé. À noter que cette réalisation du système peut être virtuelle, ça peut être simplement que de la simulation, ou effectivement un prototype qui va servir de base de test pour valider ce système, le vérifier et calibrer le système, et qualifier le système pour les phases suivantes du cycle de vie. Une fois le système réalisé et toujours soutenu par les aspects d'exigence, on va rentrer dans la phase de validation et de vérification. Donc on va valider le fonctionnement du système et vérifier que ce système correspond bien aux exigences, aux normes et aux contraintes qui ont été émises par le client qui souhaitait donc le système. L'élément de sortie, c'est des preuves objectives qui vont permettre de prouver que le système correspond bien aux éléments. Et si ça ne correspond pas, comment on peut réinterroger les étapes précédentes pour finaliser le système et donc pour passer à la phase finale qui est la qualification du système, qui va nous permettre de passer après un autre cycle de vie qui serait le transfert vers l'utilisateur, la production et l'utilisation, etc., etc. Donc, nous arrivons au terme de ce cours sur l'ingénierie système. Donc ce cours a été structuré en trois parties. Une partie sur la nécessité de l'ingénierie système, où nous sommes posé la question pourquoi nous avons besoin de méthodes structurées de conception sur les systèmes, et la réponse que nous avons apportée était liée à la complexité et aux contraintes qui étaient imposées au système actuel. Nous avons passé ensuite en revue les concepts fondamentaux d'exigence, de processus, de modèles, d'architecture, de traçabilité et bien d'autres encore qui sont liés à l'ingénierie système. Nous avons défini la notion de système et donné une définition de l'ingénierie système. Et dans la troisième partie, nous avons donné un certain nombre d'éléments de méthode qui permettent de mettre en œuvre des processus d'ingénierie système. Je rappelle quand même que ce cours est une initiation, c'est une découverte de l'ingénierie système. Il sera nécessaire pour mettre en œuvre véritablement des processus d'ingénierie système d'aller un tout petit peu plus loin dans les concepts et dans les méthodes. Donc pour aller plus loin, justement, trois ouvrages. Le premier ouvrage est l'INCOSY System Engineering Handbook, édité par l'INCOSY. L'INCOSY, c'est l'International Council of System Engineering, qui est l'organisme mondial qui référence, normalise presque, en tout cas édite un certain nombre de préconisations en termes d'ingénierie système.
Cette International Council, donc cette association internationale, a pour chapitre français l'AFIS, qui est l'Association française d'ingénierie système, qui, elle, édite un ouvrage qui s'appelle Découvrir et comprendre l'ingénierie système, et qui permet d'avoir les préconisations, je disais, francophones, en termes d'ingénierie système. C'est un excellent ouvrage pour débuter et comprendre l'ingénierie système. Et le troisième ouvrage est le NASA System Engineering Handbook, qui contient les préconisations de la NASA, donc un organisme dont on doit plus faire, donc doit pas mettre en doute les caractéristiques et les capacités en termes d'ingénierie système, donc les préconisations de la NASA en termes d'ingénierie système. Deux sites web, le site web de l'INCOSI, incosi.org, et le site web de l'AFIS. Ceci termine donc cette présentation de ce podcast du cours d'ingénierie système de première année à l'ENSTA ParisTech. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse email apparaît en bas à gauche de chacune des slides de ce cours, philippe.men@ensta-paritech.fr. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous remercie. Au revoir.